Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour le dernier Facebook Live de l'année. La thématique, vous la connaissez bien, il s'agit de la Covid-19. Et pour en parler, nous avons fait appel au professeur France Roblot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue, chef du service de médecine interne, maladies infectieuses et tropicales au CHU. Et nous avons fait également appel à Sarah Thévenot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pharmacienne et vous exercez au CHU de Poitiers au sein du département des agents infectieux et plus précisément au sein de l'unité d'hygiène hospitalière. Tout à fait. Merci à toutes les deux d'être présentes. Je rappelle que nous organisons des lives tous les mois sur des thématiques de santé diverses. Ils restent visibles sur notre page Facebook CHU de Poitiers, page officielle. Alors, nous allons commencer très simplement. Qu'est-ce que la Covid-19 ? Alors déjà, le terme Covid-19, c'est l'abréviation en anglais de Coronavirus Infectious Disease. Donc c'est effectivement l'ensemble des manifestations cliniques liées à l'infection par ce nouveau coronavirus. D'accord. Et quels en sont les symptômes ? Alors les symptômes, il y a une gamme assez large. D'abord, il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme. Probablement 25% au moins des patients affectés qui sont asymptomatiques. Et puis ensuite, il peut y avoir une gamme très très large. Ça peut aller de la simple fièvre avec quelques courbatures, quelques douleurs musculaires, à des tableaux d'infection respiratoire qui peuvent parfois être plus sévères. Il peut y avoir des signes digestifs, il peut y avoir des signes extrêmement variés. Ce qui fait qu'on peut le confondre avec d'autres maladies saisonnières comme la grippe, la gastro. Voilà, donc ça peut être assez trompeur. Ça peut être assez trompeur, c'est pour ça qu'en ce moment il faut être très vigilant. Et devant tout symptôme inhabituel, il faut avoir le réflexe et se poser cette question, est-ce que ça ne serait pas une infection à coronavirus ? Et alors du coup, si on se pose la question, on va voir son médecin traitant, on fait un test PCR, quelle est la bonne démarche en fait ? Alors la bonne démarche, c'est toujours d'aller voir son médecin traitant d'abord, ouais. D'en discuter avec lui, et le plus souvent, effectivement, il va orienter la personne vers un test de diagnostic. Alors, question, oui, quand on a eu la Covid une fois, combien de temps sommes-nous immunisés ? Déjà, est-ce qu'on est immunisé ? Et si oui, combien de temps est-ce qu'on est immunisé ? Alors, on aimerait bien savoir. Voilà, c'est ça. On voilà. manque un peu d'éléments. On manque de recul. On apprend beaucoup de choses au fur et à mesure avec cette maladie. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des patients qui ont été contaminés 2 fois, plusieurs fois. Donc, l'immunité, elle n'est pas définitive. Il y a probablement des gens chez qui elle durera plus longtemps que chez d'autres. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de données. Ce qu'on sait, c'est que quand on a été contaminé, probablement, dans les 2 mois qui suivent, on a peu de risques d'être à nouveau contaminé. Vous voyez, on est prudent. Oui, c'est très très prudent. Oui. Et c'est une immunité totale ? C'est-à-dire qu'on n'aura pas le coronavirus une seconde fois ? Ou si on l'a, ça sera un peu plus... un peu moins intense ? On n'a pas de recul. On n'en sait rien. On peut le rattraper, faire une forme atténuée, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Globalement, dans les 2 mois qui suivent, on ne refait pas une infection par le coronavirus. Mais bon. D'accord. Et alors justement, ça répond à la question, peut-on attraper plusieurs fois la Covid, le coronavirus ? On dit oui. Et si oui, est-ce que c'est le même virus qu'on rattrape du coup ? Alors oui, parce que ce virus, il n'a pas tellement bougé, il n'a pas tellement... on parle toujours des mutations, on a toujours cette espèce de fantasme du virus qui va muter. Ben là, il n'a pas tellement muté. Donc, probablement, ce sont toujours à peu près les mêmes souches. Ouais. Donc ça fait 1 an que c'est le même qui circule. Oui, des souches très proches qui circulent. Ouais. D'accord. Donc là, on est en pleine campagne de vaccination contre la grippe. Du coup, on se pose la question, si je me fais vacciner contre la grippe, est-ce que cela me protège de la Covid ? Alors, il faudrait qu'il y ait une immunité croisée entre les deux, et là encore, on n'a absolument pas de recul sur l'existence de cette immunité croisée. On n'a pas les données. Alors on a des études qui sont en cours pour voir voilà, ça, mais ça. pour l'instant ce serait illusoire de croire qu'en s'étant vacciné contre la grippe, on est protégé contre la Covid. Non. Rien ne permet de l'affirmer. D'accord. Du coup, on peut se faire vacciner contre la grippe pour éliminer des suspicions de grippe. Oui, c'est ça l'idée. Oui. C'est l'idée. Et puis l'idée, c'est surtout chez les personnes fragiles. Voilà.
d'éviter de cumuler potentiellement 2 infections qui seraient très graves chez les plus de 65 ans, chez les personnes qui ont déjà des pathologies respiratoires, cardiaques et qui cumuleraient en fait 2 pathologies. Parce qu'il est possible de cumuler et la grippe et... Pas forcément en même temps, hein. Mais je pense que, comme le dit Sarah, une personne âgée, elle n'a pas besoin d'avoir en janvier la grippe et en février la Covid. Ça fait beaucoup pour la même. C'est un peu beaucoup pour une même personne, oui. C'est important de le rappeler parce qu'on a un peu trop entendu, il faut se vacciner contre la grippe pour bien distinguer la grippe de la Covid, mais il n'y a pas que ça. C'est pour éviter une double infection. Là, nous avons des questions qui arrivent. Où en sommes-nous des taux de Covid-19 dans la Vienne? Y a-t-il une augmentation? Alors, on suit l'évolution nationale, c'est-à-dire qu'on a noté une diminution assez rapide du nombre de cas après le deuxième, entre guillemets, confinement. Et puis, depuis que les choses ont été un peu assouplies, on va dire, que les magasins ont été réouverts, et surtout, depuis qu'il fait plus froid, on voit que le nombre de cas stagne. Voilà. On n'a plus cette diminution. On a atteint un plateau qu'on a du mal à franchir. On a du mal à continuer notre descente. Il y a une explication? Ou je pense ce que disait France, déjà on a un confinement qui n'est pas complètement le même que celui qu'on a connu, donc on atteint peut-être aussi les limites de cette nouvelle forme de confinement où on va travailler, où on se croise, etc. Et puis effectivement récemment, depuis 10 jours, la réouverture des magasins, donc un peu plus de densité de population sur des lieux qui sont plus petits. Donc ça peut, et puis comme tu le disais, certainement la saisonnalité, le froid. Conditions climatiques, qui fait que les gens n'aèrent plus, aèrent moins. On est beaucoup plus confinés. On est plus confinés, les gens aèrent moins. Voilà. C'est vrai qu'on a eu la première vague, c'était en début du printemps, l'été arrivant. Voilà, et puis tout le monde était à la maison. Ouais. On ne venait pas travailler, les gens étaient chez eux, donc ça n'était pas du tout la même chose. C'est pas la même configuration, oui. Si je suis asymptomatique lors de ma première infection au coronavirus, est-ce que lors d'une seconde infection éventuelle, je serai toujours asymptomatique ou est-ce que je développerai des symptômes? On ne sait pas. On ne peut pas dire. Non, rien ne permet de lier les 2 éléments. C'est pas parce qu'on a été asymptomatique une fois qu'on le sera toujours. Et est-ce qu'on peut expliquer cette particularité que certains patients ont eu d'être asymptomatiques en fait? Pourquoi ils l'ont été? Non, on ne sait pas. Probablement qu'avec toutes les maladies virales, ça arrive. Hein. Oui. Mais là, quand même, c'est un taux très important. Quand même, 25%, c'est énorme. 25%, c'est beaucoup. On ne sait pas l'expliquer. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce virus. On a beaucoup cherché également, donc mis en évidence toutes ces formes asymptomatiques qui sont peut-être sous-estimées dans les autres infections virales. Bien sûr. C'est ce que tu en penses. Oui, bien sûr. Et alors, on va parler des tests PCR. Est-ce qu'ils sont fiables, ces tests PCR? Je ne suis pas biologiste, mais les tests PCR ont une excellente sensibilité, qui est proche de 100%. Donc oui, c'est aujourd'hui les tests qui font référence. Et les tests antigéniques, ces fameux TROD dont on parle beaucoup, ont une efficacité qui est testée en comparaison avec justement le test PCR. Et là, on arrive à une sensibilité qui est de l'ordre de, en fonction du test, c'est assez variable. On retient autour de 70% à peu près. Mais là, encore une fois, pour les 2 tests, ce qui est important, c'est de se faire tester au bon moment. Et le TROD d'être testé quand on est symptomatique, surtout, c'est là où la sensibilité est la meilleure, le moment où on va excréter du virus. Je crois me souvenir surtout sur les 4 premiers jours après le début de l'infection, après l'apparition des symptômes. Quel est le bon moment pour faire un test PCR, un test antigénique? Parce qu'on parle de 2 jours, 5 jours, 7 jours après. Pourquoi? Comment c'est défini tout cela? PCR, on retient généralement sur les 7 premiers jours. Ouais. Sur le TROD, plutôt vraiment une sensibilité qui est bien meilleure sur les 4 premiers jours. Donc voilà, c'est ce qu'on retient généralement. D'accord. Et d'où viennent ce qu'on appelle les faux négatifs, ces personnes qui font des tests PCR et puis finalement elles ont la Covid, ça n'a pas été détecté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis quand on va un peu plus en profondeur dans les poumons, on voit qu'il y a quand même le virus. Comment ça se fait que ces gens-là
passe un peu au travers. Certainement, j'imagine, une quantité de virus au niveau des voies supérieures. C'est peut-être pas forcément les personnes qui sont les plus contaminantes. On a eu quelques expériences comme ça au CHU, effectivement, chez ces patients qui avaient plusieurs fois une PCR négative sur un prélèvement nasopharyngé et finalement sur un prélèvement profond qui était positif. On a vu que ça semblait assez peu contagieux, c'est rare déjà. C'est rare, hein. Et donc voilà, au départ, on se disait ça dépend de la qualité du prélèvement, mais quand on refait le prélèvement plusieurs fois, c'est manifestement pas ça le problème. Donc voilà, je n'ai pas d'explication. Je pense que les gens qui ont la notion que le test peut être négatif, il est négatif s'il n'est pas fait au bon moment. Il peut être négatif, effectivement, s'il n'est pas fait au bon moment. C'est pour ça qu'un test négatif à un jour J, ça n'a de valeur que le jour où on l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours négatif dans 24, 48 heures, si malheureusement on a été contaminé. Oui, c'est ça, c'est au moment donné où il est fait, il est positif ou il est négatif. Il est négatif. Mais 5 minutes plus tard, on peut être contaminé. Pas 5 minutes, j'exagère. Mais 48 heures après, on peut être... On peut être contaminé. On peut être contaminé, avoir un test négatif parce que le virus n'a pas encore eu le temps de se multiplier de façon suffisante. On refait le test 24, 48 heures après et là, il devient positif. Et pourquoi certaines personnes doivent être hospitalisées quand elles sont infectées et pourquoi certaines d'entre elles vont même jusqu'en réanimation? Qu'est-ce qui se passe chez elles en fait? C'est la même chose pour toutes les maladies infectieuses, pour toutes les maladies de façon générale. Vous avez des gens qui vont faire des formes sévères et d'autres qui vont faire des formes tout à fait mineures. Alors, les formes sévères, il y a plusieurs choses qui expliquent ces tableaux. D'une part, vous avez parfois le virus lui-même qui est en grande quantité, qui peut donner des atteintes très sévères. Vous avez parfois, on a beaucoup parlé de l'orage cytokinique, c'est-à-dire la réponse immunitaire qui survient face au virus qui peut donner des dégâts importants au niveau pulmonaire. Et puis parfois, vous avez des patients qui font des complications pulmonaires, un type d'embolie pulmonaire. Voilà, ça c'est des choses qu'on a découvert au cours de l'évolution de cette maladie. Et on a entendu parler de personnes jeunes, en bonne santé, qui développaient des formes sévères et voire qui décédaient de cette maladie. Ça peut paraître assez inconcevable. Pourquoi ces gens-là C'est pareil pour toutes les maladies. Vous avez des gens jeunes qui meurent de la grippe tous les ans aussi. Et pourquoi? On ne sait pas expliquer pourquoi. On n'a pas de raison particulière là, dans la Covid pour l'expliquer. Et certaines personnes développent des séquelles à long terme. Pourquoi développent-ils des séquelles? On parle de gènes respiratoires, de pathologies cardiaques qui se développent après avoir eu la Covid. Comment peut-on expliquer ça? Alors c'est une chose sur laquelle on est effectivement très vigilant, mais là encore, on n'a pas le recul. Il y a 1 an, on ne connaissait pas cette maladie. Donc on n'a pas le recul. Petit à petit, on revoit les patients, on recueille effectivement toutes les données qu'ils peuvent nous apporter, on les surveille, parce que effectivement, de plus en plus, on a des patients qui nous signalent des manifestations tardives. C'est un peu tôt pour donner l'explication de tout ça. Il y a encore un peu de recherche, oui. beaucoup même, de recherche. Il faut des années en fait pour apprendre à cerner une pathologie. Comment ça se passe en fait, la recherche sur sur ces nouvelles maladies? Là, on a mis en place ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire que tous les patients qui ont accepté, on va les suivre. On va les suivre cliniquement, on va suivre leur prise de sang pour voir combien de temps ils vont garder des anticorps. Précisément les questions que vous nous posiez sur l'immunité, combien de temps ils vont avoir des anticorps? Est-ce qu'ils vont refaire la maladie? Voilà, on a mis en place ces cohortes de patients. C'est la seule façon de surveiller, d'apprendre sur l'évolution d'une maladie. Vous avez combien de patients actuellement dans votre cohorte? C'est peut-être multicentrique aussi? Oui, voilà, c'est ça. Ce sont des cohortes multicentriques. Plusieurs sites? Oui, c'est ça, c'est national. D'accord. Multicentrique, donc c'est ça se déploie sur plusieurs CHU, centres hospitaliers? C'est national, sur tout le territoire. Ouais. D'accord. Et quels sont les traitements utilisés? Alors, on a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine. Au dehors de l'hydroxychloroquine, quels sont les traitements que vous utilisez chez vos patients en maladies infectieuses, mais aussi en réanimation ou même à la maison, quand on est chez soi et qu'on n'a pas besoin d'être hospitalisé? Qu'est-ce qu'on nous prescrit? Alors, j'ai envie de vous dire qu'on a beaucoup trop parlé de l'hydroxychloroquine, parce que ça aurait pu être une bonne idée, ça aurait pu marcher. Et je dois dire qu'au début, on s'est tous dit, oui, peut-être, pourquoi pas. Puis très rapidement, on a eu des données qui nous montraient que ça ne marchait pas. Donc voilà, je crois que le débat est clos là-dessus, indépendamment de la toxicité, de tout ce qu'on veut, le débat est clos.
Bon. Les autres molécules, vraiment, ce qui a changé complètement le pronostic de la maladie, ce sont les corticoïdes. On a appris à les utiliser, on connaît évidemment ces molécules depuis très très longtemps, hein. Donc on a appris à les utiliser, on a eu des protocoles, voilà, ça nous a vraiment, en termes de médicaments purs, ça a été un apport considérable. Les traitements pour la prévention des phlébites et des embolies pulmonaires ont été aussi un apport très important, parce que je vous l'ai dit, il y a des formes sévères qui sont dues à des embolies, donc très vite on a compris qu'il fallait faire de la prévention de ces embolies. Ensuite, il y a des molécules dont on a aussi beaucoup entendu parler, comme le remdesivir. Remdesivir, j'ai envie de dire que l'OMS l'a un peu enterré en fin de semaine dernière en disant que ça ne servait pas. Remdesivir, on avait l'impression que ça pouvait marcher vraiment dans des sous-groupes de patients très définis. Bon, voilà, sans doute que... Il y a une étude qui est en cours, une étude Discovery, qui nous donnera les résultats de façon définitive. Est-ce qu'il y a un sous-groupe de patients chez qui on pourrait l'utiliser ? Il faut être là aussi très prudent, ce ne sera pas une révolution. On parle beaucoup du tocilizumab, qui est un médicament qui agit sur l'immunité. Et là encore, peut-être, alors là au contraire chez les patients les plus sévères, peut-être il pourrait avoir un intérêt. Vous voyez que je prends vraiment des précautions, hein. Et puis, bon, voilà, il y a d'autres molécules et d'autres produits qui sont à l'étude. Ce qui a aussi été très important, c'est tout ce qui est oxygène et ventilation. On a beaucoup appris entre la première phase et maintenant. Et on voit bien que le pronostic, même en réanimation, il s'est quand même nettement amélioré. Il s'est amélioré, ouais, oui. Ouais, on entend parler de la respiration, de la ventilation à haut débit. Oui, la respiration à haut débit, voilà, le décubitus ventral, des choses... ouais, qui sont utilisées par vos collègues anesthésistes réanimateurs, oui, et qui font leurs preuves. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est plutôt encourageant. On guérit mieux, du coup, cette maladie qu'il y a quelques mois. Les gens s'en sortent mieux. On guérit mieux. Et pour autant, il y a encore des patients qui font des formes sévères et qui vont en réanimation. Mais ce qui est important, c'est qu'on a désormais des protocoles de prise en charge. Ce sont des protocoles nationaux. On sait que les patients qui arrivent, qui ont besoin d'oxygène, on va leur proposer l'oxygène, bien sûr, plus des corticoïdes, plus la prévention des phlébites. Voilà, tout est assez codifié. Et ça vous a forcé à apprendre vite et à agir très vite, en fait, cette maladie? On a appris très vite, oui. On a appris très très vite, il fallait apprendre très très vite. Ça nous a surtout forcé à communiquer beaucoup. Oui. Parce qu'évidemment, l'expérience de nos collègues, aussi bien de région parisienne que de l'Est, a été extrêmement précieuse pour nous. Et puis de l'expérience internationale, bien sûr. Hein, ça nous a appris, oui, à beaucoup communiquer. Alors, on parle de traitement, on parle aussi de prévention. Il y a les vaccins, on en parle beaucoup. Certaines personnes se demandent si on peut faire confiance au laboratoire. On parle des effets secondaires, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, si c'est dangereux. Voilà, il y a une nébuleuse autour des vaccins. Et est-ce qu'on peut essayer d'y voir un petit peu plus clair sur cette question? Alors, la nébuleuse, je reconnais qu'elle est tout à fait dommageable en termes de communication parce que, pour l'instant, les informations qu'on a, ce ne sont que des informations de communication du laboratoire de Pfizer et de Moderna. On n'a pas eu accès aux études qui ont été menées. Les agences du médicament les ont. Hein. Donc les agences du médicament qui ont donné des autorisations d'utilisation, elles ont ces données. Je pense que nous, on devrait les avoir quand même. Le laboratoire AstraZeneca a publié ces données avant-hier dans une revue internationale. Donc là, mais quoi qu'il arrive, ce sont des vaccins, on n'en a jamais utilisé. Ça ne veut pas dire qu'au mois de mars dernier, il y a quelqu'un qui s'est dit « Tiens, on va faire un vaccin comme ça ». Depuis 10 ans, on réfléchit à fabriquer, comment faire pour avoir des vaccins qu'on puisse fabriquer très rapidement face à une maladie émergente. D'accord ? Parce que si on doit avoir un vaccin dans 5 ans, il ne nous servira pas à grand-chose. Donc, voilà, depuis 10 ans, les industriels réfléchissent à ça. Et ils avaient conçu cette technique d'ARN messager pour avoir des vaccins très rapides, fabriqués très rapidement. Donc, ce sont les premiers qu'on a, c'est logique. On aimerait bien avoir les détails pour savoir qui a été vacciné. Est-ce que ce sont des gens qui avaient
50 ans en moyenne ou des gens qui en avaient 25? Est-ce que ce sont des gens qui étaient diabétiques, hypertendus? Est-ce que c'était des hommes, des femmes? Enfin, tous ces gens qu'on sait un peu à risque pour les... Et dans les faits, on n'a pas de recul face à ces vaccins. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet indésirable grave immédiat. Avec le vaccin d'AstraZeneca, il y a eu un effet indésirable grave au mois de septembre qui a justifié l'arrêt de l'essai, qui a été repris ensuite. Donc voilà, on ne peut pas inventer les choses, on ne peut pas en dire plus que ce qu'on sait. Oui, oui, bien sûr. Ce vaccin, on ne les avait jamais utilisés avant, on les utilise depuis très très peu de temps. On a vacciné en gros, il y a dû y avoir 40 000 personnes chez Pfizer, BioNTech et 30 000, un peu plus de 30 000 chez Moderna. Et c'est pas la même chose que quand on va vacciner des millions de personnes. Hein. Donc voilà, on est dans cette situation avec beaucoup d'inconnus. Donc ce qui est important, c'est de bien expliquer parce que, en parallèle, ce qui est factuel aussi, c'est qu'il y a eu 30 000 morts dans les EHPAD en France. Hein. C'est ça. Voilà. Et c'est la première cible de patients à vacciner, à protéger, on va dire. Absolument. Ce que l'on sait, c'est que ce vaccin, a priori, protège des formes sévères de la Covid. Donc il est logique de le proposer en priorité à ceux qui font des formes sévères. Qui sont susceptibles d'en faire, les Voilà. personnes, donc les personnes Voilà. âgées, les personnes Exactement. qui présentent des comorbidités, Exactement. les diabétiques, Exactement. les asthmatiques, Exactement. maladies Voilà. rénales, cardiaques, voilà, tout ça. C'est vrai qu'on part très vite pour compléter ce que tu dis sur les effets secondaires, ces aspects négatifs de la vaccination. Et on oublie un peu que c'est quand même une chance à un moment d'avoir un vaccin, parce qu'aujourd'hui c'est notre seule issue. Oui. Le virus n'a pas assez circulé pour qu'on ait une immunité collective. Et en dehors de nous confiner, de nous déconfiner, etc., aujourd'hui, on ne sait pas faire. On n'a pas d'autre solution. Et ça, c'est important de l'entendre quand même. Et on n'en parle peut-être pas assez. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. De cette chance. On commence toujours par les effets secondaires. Et je trouve ça vraiment dommage que les discours partent toujours dans ce sens-là, en fait. On n'a pas de plan B. Hein. Non. C'est ça, il n'y a pas de plan B. Puis ça peut permettre de retourner à une vie à peu près normale. Alors, ce ne sera pas immédiat. Hein. Il ne faut pas croire non plus que si on commence à vacciner en janvier, en février, la vie est belle et tout le monde peut enlever le masque et tout le monde peut reprendre sa vie normale. C'est pas parce qu'on sera vacciné qu'il faudra abandonner. C'est ça. Le vaccin, il empêche de faire des formes sévères. On n'est pas sûr pour l'instant qu'il empêche la transmission. D'accord. C'est-à-dire qu'on a une protection individuelle qui fonctionne bien sur ces formes sévères. Mais si on reste porteur au niveau de l'oropharynx et au niveau nasal, ça veut dire qu'il va falloir continuer à porter le masque et à se protéger. C'était justement une question. Même avec le vaccin, on devra toujours observer les gestes barrières. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Là encore, parce qu'on manque de recul, encore une fois. Mais pour le moment, oui. Pour le moment, hein, peut-être que dans 1 an, 2 ans, on se dira, 6 mois, j'en sais rien, peut-être qu'on se dira, maintenant ça protège aussi de la transmission, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et alors... justement, les gestes barrières, on met des gants, on met les masques, ça est vraiment efficace? Il y a une efficacité prouvée? Alors, vous parlez des soignants ou vous parlez de la population générale? La population. Alors oui, il y a la partie soignante à l'hôpital, on dit qu'on attrape le Covid à l'hôpital. Voilà, donc en population générale, il y a 3 gestes qui fonctionnent et qui sont indissociables. Et qui parfois ne sont pas complètement dans la même, ne pèsent pas le même poids sur la balance de notre inconscient. Il y a le masque, il y a la distance et il y a l'hygiène des mains. Et on a un peu trop oublié ce dernier geste barrière d'hygiène des mains. Il y a une enquête IFOP qui a été réalisée mi-octobre à l'occasion de la Journée mondiale d'hygiène des mains. Je vous encourage à lire les résultats qui sont assez édifiants. Vous savez qu'en France, on n'était pas très bon sur l'hygiène des mains. On a été meilleur au premier confinement et on redevient mauvais. Là, en octobre, on était à 83% de personnes qui déclaraient se laver les mains quand ils arrivaient chez eux. Voilà. On n'est plus qu'à un tout petit peu plus de 60%. Donc là, sur l'automne. Et peut-être qu'effectivement, le masque, maintenant qu'on a accès au masque très facilement, qu'on porte très facilement cette protection, on a oublié cette mesure qui est essentielle et qu'il ne faudra vraiment pas oublier.
Ça, c'est quelque chose qu'on rappelle aussi aux soignants. Hein. Alors, vous disiez les gants, c'est pour ça que je demandais pour qui, parce que pour le coup, non, les gants ne servent à rien en population générale. Si ce n'est à empêcher justement de faire cette hygiène des mains et à toucher à tout, en fait, alors que parfois, c'est des gestes qu'on ne ferait pas forcément si on n'avait pas de gants. Parce que le virus reste sur les mains. En fait, le virus reste sur les mains. C'est quelque chose qui est démontré. Une étude récente qui a montré qu'il pouvait vivre 9 heures sur la peau. Donc le virus peut rester sur les mains deviennent un vecteur. Alors il n'y a pas de passage du virus à travers la peau, hein, c'est pas ça le problème. C'est plutôt qu'on va se toucher les yeux, se toucher les cheveux. Là encore, on sait qu'on peut se toucher le visage jusqu'à 3000 fois par jour. Que le masque, c'est une bonne barrière pour éviter de mettre les mains à son nez, à sa bouche, mais qu'on a envie de le toucher quand même régulièrement. On se touche les cheveux, et donc voilà. Donc les mains à ce moment-là, on porte les mains à ses yeux. On sait que le virus peut passer au niveau également ophtalmique. Donc voilà, c'est une voie de transmission certaine du virus et qu'on néglige trop. Et le virus peut rester sur des surfaces, on va dire, non organiques. On voyait lors de la première vague des personnes qui lavaient leurs courses, qui les mettaient à l'isolement. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce trop en faire Alors, le virus survit, c'est un virus enveloppé, donc c'est un virus qui est assez fragile, parce que paradoxalement, quand un virus a une enveloppe, il est plus fragile que les virus qui n'ont pas d'enveloppe, c'est comme ça. Donc voilà, donc ce virus, il y a eu beaucoup d'études avec des résultats très variés, des premières études qui ont recherché l'ARN du virus, donc son génome. Ça ne voulait pas dire que le virus était viable et encore infectieux, ça c'était pour les premières études. Des études un peu plus récentes qui ont regardé si ce virus était toujours infectieux en fonction de la température, et, de l'humidité, etc. Ça reste des modèles de laboratoire, mais on sait que le virus peut rester longtemps sur une surface, plus de 48 heures sur certaines surfaces. Donc nettoyer ses courses, alors personnellement je ne le fais pas, je ne vais pas dire que je le fais, je ne le fais pas. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est utiliser pour ceux qui souhaitent le faire, ce qui peut être une bonne chose. Pour ceux qui souhaitent le faire, c'est simplement passer un chiffon et de l'eau. En tout cas, ce n'est pas de produits. Il y a eu une réelle hausse d'intoxication avec les produits ménagers, surtout les désinfectants type eau de Javel, sur le premier confinement. Parce que les gens utilisaient ces produits désinfectants, ils avaient très peur, et utilisaient ces produits désinfectants sur les aliments. Les aliments ne transmettent pas le Covid. On ne se contamine pas par voie alimentaire, ça c'est important de le rappeler. Par voie aérienne. Oui. Par voie aérienne ou par les mains, voilà, encore une fois, en touchant quelque chose. Voilà, vous imaginez, touchez votre pomme, il y a du Covid sur la pomme parce que quelqu'un l'aura déposé avant, vous vous contaminez les mains et là vous pouvez vous contaminer derrière. C'est la seule chose qui peut arriver, mais ce n'est pas en mangeant la pomme. Donc voilà, donc, il faut laver la pomme, mais ça ne va pas tellement plus loin. Et se laver les mains. Et ne surtout pas passer ces aliments à l'eau de Javel. Non. Surtout pas. Alors du coup, on parle encore des gestes barrières. S'ils sont efficaces contre la Covid, ils doivent être efficaces aussi contre les maladies saisonnières, type la grippe, la gastro. Mais je crois qu'on en voit déjà un petit peu les premiers éléments. Cette année, on a peu de pathologies saisonnières. Effectivement, gastro-entérite, les bronchiolites, voilà. Et puis on a un recul sur l'hémisphère sud où la grippe circule toujours avant chez nous. Et là, on a vu beaucoup moins de cas de grippe, une incidence vraiment significativement très inférieure par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Donc c'est encore un peu tôt pour nous pour la grippe, mais on voit bien que sur les autres pathologies, ça fonctionne déjà. Bien sûr, On verra ça au mois de février. C'est ça. Quand la saison sera passée. C'est exactement. C'est terminé, C'est ça. Alors du coup, les masques, est-ce qu'il y a des masques homologués, des masques qui sont efficaces, d'autres qu'il faut vraiment remiser au placard et surtout pas utiliser? Et puis aussi, pourquoi il faut le changer toutes les 4 heures, ce masque? Il y a différents types de masques. Les masques chirurgicaux, celui que porte France, qui est un dispositif médical. Donc, on parlait d'homologation. C'est une homologation en soi, avec un masque qui répond à une norme d'efficacité qui a permis d'éprouver
d'éprouver cette efficacité. On a des masques comme celui que je porte qui sont des masques dits barrières, on appelle grand public, mais qui sont, alors c'est le cas du mien, qui répondent également à une norme, donc la norme AFNOR SPEC dont on a beaucoup parlé. Et là encore, avec 2 niveaux de filtration retenus par cette norme, 90 ou 70%. Le masque que porte France, c'est 98% d'efficacité de filtration. Donc le minimum pour un masque barrière comme celui que je porte, c'est 90, mais on a des masques en tissu qui atteignent les mêmes performances qu'un masque chirurgical. Donc des masques qui sont, pour ces 2 types en tout cas, pour les catégories 1 des masques barrières, et des masques chirurgicaux très performants pour éviter de transmettre, puisqu'au départ ces masques sont faits pour éviter de transmettre, mais qui protègent également bien évidemment la personne qui est en face, à tel point que aujourd'hui, vous savez, cette notion de contact quand vous êtes en face de quelqu'un qui a le Covid, et donc quand on veut voir si vous avez été protégé ou s'il faut vous dépister, eh bien, ces masques en barrière catégorie 1 qui répondent à la norme, eh bien, sont estimés comme étant reconnus comme étant une protection aussi efficace que le masque chirurgical. Ça fait une quinzaine de jours où cette définition du contact a changé et vous évite de vous faire dépister. Donc voilà, et puis après on a des masques qui sont fabriqués par certaines entreprises sans forcément avoir été validés selon la norme, SPEC toujours, et puis après on a les masques maison, là pour le coup on ne connaît pas l'efficacité, mais néanmoins avoir une barrière devant la bouche, c'est toujours une protection efficace quelle qu'elle soit. Voilà. Et je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir. Et une barrière, tu me diras si je me trompe, mais qui aille du nez au menton en étant hermétique, c'est-à-dire que la visière transparente en plexi seule ne sert à rien. Complètement. Oui, toutes ces visières qu'on a vues à un moment donné, où il y avait de... C'est ouvert dessous, voilà, c'est ouvert dessous, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement non, ça ne sert à rien. En fait, on les a vu disparaître aussi. On va plaquer les gouttelettes qui vont partir en fait vers le bas. Et ça, surtout pas, parce qu'on a vu certains coiffeurs, par exemple, qui n'avaient que la visière, et là, et qui du coup exposent complètement leurs clients, ou également sur le premier confinement, dans les écoles. Là, c'est aussi important de bien se protéger quand on a des personnes plus petites. Et du coup, est-ce il y a des contrefaçons qui circulent? Est-ce qu'il faut alerter les gens, ceux qui commandent sur Internet, des masques? Est-ce qu'il y a forcément un logo AFNOR à poser? Tout dépend de ce que vous achetez, encore une fois. Sur du masque chirurgical, il y a une énorme. Donc voilà. Après, il faut bien regarder, parce que nous aussi, on a eu beaucoup... à l'hôpital, on a prêté beaucoup d'attention aux masques qu'on achetait, parce que vous savez que les approvisionnements n'ont pas été toujours faciles. Donc on a dû rejeter certains modèles qu'on recevait qui répondaient à la norme, mais lorsqu'on épluchait les caractéristiques techniques, on voyait qu'il y avait quelques critères qui n'étaient pas dans les clous. Donc effectivement, il faut faire attention. Après, c'est pas facile quand on n'est pas forcément averti. Nous, on baigne dedans, donc c'est un petit peu compliqué. Donc oui, il faut faire attention. Quant aux normes, aux masques barrières, même chose. On a un site qui est celui de l'AFNOR, et que je conseille d'aller consulter quand on veut s'acheter un masque barrière. Pour le coup, on a tous les fournisseurs, les fabricants de masques en tissu qui sont référencés, les essais, les résultats des essais qui sont effectués. Et là, du coup, c'est un gage de qualité. Très bien. Et on parlait justement du geste barrière à l'hôpital. Les déchets Covid, entre guillemets, c'est-à-dire que les gants, les masques qu'utilisent les soignants chez nous, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sont jetés? Alors, comment on les traite? Deux cas de figure, soit ce sont des malades vraiment, pour les malades qui sont isolés dans les services de soins, ces déchets ils suivent les filières de déchets d'activité de soins à risque infectieux. Pour les masques qui sont portés par les soignants, alors, on peut avoir les deux, mais ils peuvent aussi être éliminés dans les ordures ménagères. À chaque fois, on a un temps de plusieurs jours avant que les déchets soient ensuite éliminés et partent de l'hôpital vers les différentes filières de prise en charge. Donc voilà, des supports qui sont normalement sans danger pour les personnes qui derrière pourraient être
amené à les manipuler. D'accord. Alors, on a reçu pas mal de questions en direct. Je voulais citer un petit peu pêle-mêle. Vous m'excuserez d'avance. Au test sérologique, un index à 6 et 180, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je ne sais pas. J'imagine que c'est un laboratoire qui a dû répondre un taux d'anticorps avec sans doute des IgG, des IgM, des immunoglobulines. Il faut regarder la norme du laboratoire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'un test sérologique positif, ça veut dire qu'on a été en contact avec le virus. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et 6 à 180 ça dépend de la norme du laboratoire. D'accord. Voilà. Le mieux, c'est que cette personne se rapproche du laboratoire. Mais qui a dû mettre une interprétation normalement. Normalement, il y a une interprétation. D'accord. Que faire en cas de perte partielle d'odorat? Attendre. Que ça revienne? Oui. Il y a des personnes qui ne retrouvent pas du tout l'odorat. Il y a des gens qui nous disent que ça a été très long. Ça peut être long. Ouais. Vous avez une durée? Non, on n'a pas de durée à donner. Alors, il y a des gens qui nous ont décrit ça pendant des semaines. D'accord, des semaines. Et puis, on a aussi des gens qui récupèrent, c'est un peu on-off, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le goût, l'odorat, et puis du jour au lendemain, ils récupèrent tout. Et puis d'autres qui nous disent que ça revient progressivement. Donc, on n'a pas tout compris. On n'a pas bien compris le mécanisme. Et donc, voilà, l'évolution peut être très variable. D'accord. Donc, ce n'est pas désespéré. Cette personne peut retrouver... Oui. Peut retrouver l'odorat, mais ça va prendre l'odorat et le goût, puisque les deux sont extrêmement liés. Donc un peu de patience, malheureusement. Ouais. Jusqu'à quand les visites sont-elles interdites sans dérogation au CHU? C'est une question qui revient beaucoup. Nous, en messagerie privée, c'est vrai qu'on a beaucoup d'usagers qui se demandent pourquoi. Déjà, on est encore obligé d'interdire les visites et voilà. L'interdiction des visites, elle a été prononcée pour protéger les patients. Donc déjà, c'est la première chose à dire. Après, la durée de cette interdiction, pour le moment... C'est difficile de dire. Ça va dépendre du niveau de circulation du virus. Ça va dépendre... Et puis, je pense qu'on imagine mal qu'il y aura une réouverture du jour au lendemain. Peut-être qu'on ira de façon progressive. Mais pour l'instant, le virus, il circule encore. C'est vraiment, comme le disait Sarah, c'est la protection des patients. C'est ça. Il n'y aurait pas de rationnel à reprendre les visites là, maintenant, alors qu'on a un niveau de circulation encore très important. Le mieux, alors nous, c'est vrai qu'on invite les usagers à se rapprocher de notre direction des usagers qui peut faire la médiation avec le service en question, éventuellement autoriser une dérogation. Alors, ça reste effectivement du domaine de la décision médicale. Il y a des situations particulièrement complexes où effectivement on se dit il faut qu'il y ait une personne de la famille qui vienne, et ça reste une décision médicale. Alors les enfants peuvent continuer à être visités par leurs parents. Voilà, typiquement on ne peut pas imaginer dire à un enfant que s'il est hospitalisé pendant un mois il ne va pas voir ses parents. Ce n'est pas possible. Mais on prend des précautions avec les parents. Et voilà. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Oui, bien sûr. Le personnel sera-t-il obligé de se faire vacciner pour pouvoir travailler? Jamais ce vaccin ne sera obligatoire, je pense. Enfin, sauf annonce particulière de notre ministre en ce moment même, mais ça m'étonnerait. Je pense que ce n'est pas dans l'idée. Conseiller, mais pas... Recommandé. Fortement recommandé. Le terme. Ceux et celles qui ont des maladies chroniques sont-ils plus ou moins immunisés? Alors là, je ne vois pas des maladies chroniques. Je pense de l'asthme. Non, ils ne sont pas du tout immunisés. Au contraire, ils sont plutôt plus exposés. Est-ce que c'est les gens qui ont une infection Covid chronique? Je ne sais pas. Il n'y a pas de précision. C'est maladie chronique. Non, ils ne sont pas immunisés, ces gens-là. Au contraire, ils sont plus à risque plutôt de faire des formes sévères. Maintenant d'allergies respiratoires. Donc, les allergies respiratoires liées au pollen ou aux acariens sont-elles un facteur de risque de contracter une forme grave de la Covid? Je veux dire, ça se rapproche de l'asthme, c'est-à-dire que quand il y a une hyperréactivité bronchique, toutes les infections virales peuvent être plus compliquées. Toutes les infections virales qui concernent les voies aériennes supérieures peuvent être plus compliquées.
Alors on revient sur les vaccins. Une personne demande que pensez-vous des différents vaccins et de leurs effets secondaires? On attend de voir. Ce qu'on sait, il n'y a pas d'effet secondaire à court terme sévère. Voilà, ça on le sait. Et il sera forcément en 2 injections? Pour l'instant, les vaccins qu'on a sont en 2 injections. Tous. On verra avec les prochains qui arriveront vers le mois de mars ou avril s'il y a besoin de 2 injections ou pas. Mais pour l'instant, c'est 2 injections. Et pourquoi faut-il 2 injections? Pour avoir une bonne réponse immunitaire. Une immunité de base. Voilà. On obtient avec... Pouvez-vous nous parler de votre protocole d'anticoagulation? Alors, c'est pas notre protocole, hein, c'est un protocole qui est national, voire international. Les gens qui font une infection par le coronavirus, on sait qu'ils sont plus à risque de faire donc, des phlébites, des thromboses et des embolies pulmonaires. Et du coup, tant qu'on sait qu'ils n'ont pas encore fait de phlébites ou d'embolies pulmonaires, on leur met un traitement anticoagulant préventif. Dès lors qu'ils viennent avec des manifestations sévères, pulmonaires en particulier, on leur fait un scanner en général pour voir s'il y a une embolie pulmonaire avérée ou pas. S'il y en a une, on passe à un traitement anticoagulant curatif. Si je suis en contact avec une personne positive et que j'ai respecté les précautions, dois-je me faire tester? Si oui, dans combien de temps maximum? Alors, tout dépend de quelles précautions sont prises. Voilà. Si l'idée est de porter un masque adapté, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, un masque chirurgical ou voilà, un masque barrière avec de catégorie 1, non, on n'a pas besoin d'être dépisté. Par contre, si on n'avait pas de protection respiratoire au moment en tout cas adaptée au moment du contact, l'idée c'est de se faire dépister 7 jours après le contact. Tout dépend encore du type de contact. Si c'est quelqu'un avec qui on vit sous le même toit, il faudra se faire dépister plus rapidement et refaire un deuxième dépistage plus tard. Mais si c'est quelqu'un qu'on a vu ponctuellement, le dépistage se fait en principe entre 5 et 7 jours après le contact. Au CHU, est-ce qu'il y a des masques réservés aux visiteurs et sont-ils différents de ceux portés par le personnel soignant? Alors, Il n'y a plus de visiteurs. Oui, Alors, ça simplifie. alors oui, certes. Certes. Non, on a tous des masques chirurgicaux quand on est dans les soins. Hein. Moi, je porte celui-ci parce que là, je suis pas dans les services. On a tous des masques chirurgicaux. Quand on dit qu'on se protège avec un masque chirurgical, il y a plusieurs catégories de masques chirurgicaux à l'intérieur même de ce terme-là. Néanmoins, on retient que n'importe quel type de masque chirurgical suffit aujourd'hui à protéger. Et donc voilà, on fournit des masques chirurgicaux aux visiteurs et aux soignants qui ne sont pas complètement de la même catégorie, avec des niveaux de filtration très proches. En tout cas, les deux sont des masques chirurgicaux. Et protègent. Et protègent, tout à fait. C'est le plus important. Les médias rapportent des réactions allergiques chez les premières personnes vaccinées en Grande-Bretagne. Avez-vous des informations? Non, et on attend avec intérêt, hein, parce que je serais un peu étonnée qu'après une journée de vaccination en Grande-Bretagne, on ait beaucoup de réactions allergiques et qu'on ne les ait pas eues en vaccinant 30 000 et 45 000 personnes. Mais sûrement qu'il y en aura des réactions allergiques, sûrement. Comme avec tout vaccin. Comme avec tout vaccin et comme avec tout médicament. Et ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle une pharmacovigilance très précise, c'est-à-dire bien surveiller les choses au jour le jour et être très transparent. Parce que peut-être qu'en vaccinant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vacciner 30 000 personnes, vacciner 30 millions de personnes, c'est pas la même chose. Peut-être qu'en passant à la vaccination à grande échelle, on s'apercevra qu'il y a des effets secondaires de type allergie, etc. Peut-être, il faudra être très transparent pour qu'on soit tous informés et qu'on puisse s'adapter, bien sûr. Je crois que pour l'instant, nous n'avons plus de questions sur notre fil d'actualité. Alors bien sûr, les internautes, ceux qui nous écoutent maintenant ou qui nous écouteront plus tard, peuvent continuer à poser des questions. Nous permettrons de vous les transmettre. Une dernière question quand même pour clore ce Facebook Live. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir d'autres maladies comme ça, d'autres virus qui peuvent émerger dans les années à venir? Ah bah, Question ouverte. C'est une quasi-certitude. C'est une quasi-certitude. On s'est déjà posé cette question, vous savez, au moment de la grippe H1N1.
Et avec la grippe, on sait qu'il y a régulièrement des mutations dans le virus qui font qu'on a des épidémies de grippe qui prennent une grande ampleur. Et là, il se trouve que c'est un nouveau coronavirus, mais je rappelle quand même qu'on a eu le premier coronavirus en 2001. On a eu le MERS. On a eu le MERS, qui était aussi un coronavirus. On a eu la grippe H1N1. On nous a parlé un peu de grippe aviaire. Voilà, oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc c'était donc la dernière question. Ce live est terminé. Merci à toutes les deux pour avoir pris donc, le temps de nous répondre. En attendant, le prochain Facebook Live aura lieu au mois de janvier. Donc il faudra rester sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet pour en découvrir la teneur. Donc prenez soin de vous, respectons les gestes barrières et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.